sexologue certifiée et relation d'aide sur Vichy. Aujourd'hui, je reprends ma série de vidéos. J'ai été pas mal occupée ces derniers mois et il y en a certains d'entre vous qui m'ont même écrit des emails pour me demander pourquoi il n'y avait plus de vidéos. Alors, en fait, j'ai mon tout nouveau roman Les Fractales de l'Inopiné qui vient de paraître aux éditions Chloé Délices chez mon éditeur habituel, traditionnel. Et du coup, ça m'a donné pas mal de travail et ça ne fait que commencer puisque la promo débutera tout début septembre. Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à Louane qui m'a écrit plusieurs emails concernant la jalousie. Mais je ne vous parle pas d'une jalousie, vous savez, de ces personnes qui ont construit beaucoup, qui ont travaillé dur et du coup qui ont cette peur d'être dépossédées de ce qu'elles possèdent, justement, de ce qu'elles ont obtenu, de ce qu'elles ont construit. Ça peut être le cas parfois pour des femmes, par exemple, qui ont construit une carrière, qui ont construit une famille et qui ne veulent pas voir d'autres femmes à proximité de leur couple, par exemple, parce qu'elles ont peur de perdre peut-être ou d'être dépossédées de ce qu'elles ont. Là, je vous parle vraiment d'une jalousie envers l'autre, c'est-à-dire de jalouser systématiquement le physique de l'autre, ses possessions, ses études, sa famille, je ne sais, tout ce que la personne a pu obtenir. Donc, Louane me donne un cas très concret dans son email. Alors, ce que je peux te dire, Louane, c'est qu'il y a quand même deux caractéristiques majeures pour ces personnes qui sont à la fois jalouses et, d'après ce que tu dis, manipulatrices. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vous faire douter de vous, qui vont essayer de vous faire repartir en arrière, de vous faire abandonner ce que vous avez. Donc par exemple, si vous avez perdu 10 kilos, on va vous dire, tu sais, t'étais mieux avec tes kilos en trop, t'étais mieux avec tes joues rondes, ou si vous avez laissé pousser vos cheveux, on va vous dire, tu étais mieux quand tu avais les cheveux courts, etc. Mais dans le fond, souvent c'est une forme de jalousie parce que vous changez et où est-ce que vous allez vous arrêter quand vous commencez à changer. Vous voyez, moi à mon cabinet, je vois beaucoup de femmes des fois qui sont en surpoids, qui manquent de confiance en elles et, euh, et qui vont d'un seul coup trouver, aller chercher, grâce à la sophrologie notamment, cette volonté pour maîtriser leurs problèmes d'alimentation, pour se rééquilibrer au niveau alimentaire, qui vont perdre 5, 10, 15, 20 kilos parfois, en étant suivies à côté avec une nutritionniste, etc. Et du coup, elles vont décider de changer de style, peut-être laisser pousser leurs cheveux, peut-être changer de couleur, etc. Du coup, elles vont prendre confiance, elles vont peut-être retrouver une certaine forme d'autonomie qu'elles avaient perdue, se racheter une petite voiture sympa pour pouvoir faire les choses elles-mêmes et ne pas attendre après leur mari, etc. Et des fois, on a des véritables révélations et même des femmes comme ça des fois, qui ne travaillaient pas et qui se mettent à monter leur entreprise, etc. Et dans l'entourage, au lieu d'être perçu positivement et de façon inspirante, ça va être perçu avec de l'envie, de la jalousie. Et là, on est vraiment dans ce dont quoi tu me parles, Louane. Euh, Première caractéristique, ces personnes jalouses en veulent toujours plus. Quand elles vous auront fait renoncer à, je ne sais, la carrière, le physique, je ne sais, votre régime, plein de choses, elles vont vouloir toujours plus. C'est-à-dire que si vous renoncez à quelque chose et qu'elles ont l'impression que c'est grâce entre guillemets à elles, en fait à cause d'elles que vous avez renoncé, elles vont pas s'arrêter là, elles vont continuer. Donc j'ai connu quelqu'un comme ça, par exemple, quand j'étais jeune. Moi, j'ai été propriétaire assez tôt, pas à Paris parce que c'était très cher, mais justement, j'avais vu que dans la baie de Somme, il y avait des appartements pas chers et j'ai pris un petit crédit. À l'époque, je travaillais en hôpital, donc j'étais quasiment fonctionnaire. C'était facile d'obtenir un crédit au début des années 2000. Et du coup, j'ai acheté un studio à la mer, mais il était bien parce que c'était un studio, mais il était grand, il était à 2 pas de la plage, etc. Et je ne l'avais vraiment pas payé cher. J'ai pris un crédit de 7 ans et tout le monde autour de moi, tout le monde était jaloux. Et j'ai des gens à mon travail qui m'ont dit, tu sais, la propriété c'est une connerie, tu sais, moi je suis propriétaire et j'aurais jamais dû. La liberté c'est la location, etc. Les gens ont vraiment mal perçu. J'ai même quelqu'un de très proche dans la famille qui a dit,
quand on a acheté la maison avec mon mari, qui a dit oui, mais de toute façon, ils ont acheté une maison, mais elle possédait déjà un studio à Mers-les-Bains, etc. Donc, la jalousie, voilà, on va essayer souvent de vous faire revenir en arrière. Moi, dans l'occurrence, pour l'histoire de la propriété, c'était où est-ce qu'elle va s'arrêter, parce que maintenant qu'elle a cet appartement-là, elle va peut-être en acheter un autre pour le louer, etc. Et quand ils ont vu qu'on achetait une maison sans que je vende mon appartement, c'était reparti, quoi, cette jalousie. Elles en veulent toujours plus quand elles sont arrivées à vous faire renoncer à une part de vous-même, une part de ce que vous possédez. Elles veulent que ça continue, elles sont dans le contrôle absolu. Je vous raconte comme ça une petite histoire. Il y a des années, mon mari a perdu un ami de jeunesse, quelqu'un avec qui on s'entendait très bien et qu'on connaissait. Donc à l'époque, ça faisait peut-être 12 ans qu'on était ensemble. Moi, ça faisait 12 ans que je connaissais cette personne. Et on est tombé de haut. Alors vous savez, quand on déménage, on voit moins les amis, etc. Surtout quand on est loin. Quand le déménagement, c'est Toulon-Paris. Et donc cette personne a un accident et meurt. Et là, on se rend compte qu'il était depuis quelques mois avec une femme, et alors on ne le savait pas. Et la femme nous dit voilà, on allait se marier, etc. Alors c'est très bizarre parce qu'on l'a toujours entendu dire qu'il était contre l'institution même du mariage. Mais puis ils étaient fiancés, mais il n'y avait pas de bague. Enfin tout ça, c'était hyper suspect en fait. Et puis on apprend au fil du temps que elle était venue se greffer. C'était un peu une galérienne entre guillemets qui était venue se greffer chez lui comme ça. Mais oui, c'était sa petite amie, mais bon, c'était pas non plus le Nirvana, etc. Et donc elle organise tout et en même temps ça se comprend, elle est endeuillée, elle organise les obsèques, etc. Et là il y a à peu près 200 personnes et elle arrive à vendre son histoire à 198 personnes et nous on est les deux sceptiques, mais on ne dit pas non plus que c'est faux, mais on modère un peu. On dit c'est étonnant, il nous en a jamais parlé, les parents n'ont jamais entendu parler, tout ça c'est un peu bizarre. Et donc on est sympa avec elle puisqu'elle est endeuillée, mais on ne laisse pas exploser notre joie par rapport à cette histoire qui nous paraît quand même suspecte. Et donc, elle va nous faire tout un sketch, elle va nous écrire, elle va essayer de venir à la maison, etc., pour nous convaincre que oui, c'était le grand amour, etc. Donc, ils en veulent toujours plus. On se rend compte au fur et à mesure que c'est quelqu'un qui nous jalouse, qui jalouse notre couple, qui jalouse nos maisons, etc., ce qu'on a. C'est assez bizarre. En même temps, elle est endeuillée. Donc moi, c'est ma spécialité, le deuil. Donc je dis, mon mari, attends, elle traverse une phase un peu bizarre. Mais mon mari ne sent pas du tout cette histoire. Il dit, oui, non, mais t'as vu, elle nous dépeint comme le couple parfait, entre guillemets. On est les seuls qui ne la croyons pas, etc. Alors, je ne sais pas qu'on ne la croit pas, c'est que tout ça, c'est suspect. Et ça s'avérera au fil du temps, effectivement, quelque chose de suspect, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui profitait un peu de la situation quand même. Donc ce cas-là, ça vous prouve que les gens qui sont jaloux, parce que là, il y a 200 personnes, elles nous repèrent, nous, en tant que couple uni, etc. Et elles commencent à nous attaquer parce qu'on ne croit pas à son histoire. Donc, ils en veulent toujours plus. Elle a 198 personnes qui croient son conte de fées. Nous, on est un peu sceptiques. Et elle va s'acharner sur nous jusqu'au moment où on est obligé de couper les ponts, de blacklister, etc. Puis de dire à nos proches, donc non, nous, on ne la veut pas chez nous, cette fille-là, on ne veut pas... voilà, on la trouve antipathique d'ailleurs. Et donc, vous voyez, une forme de jalousie quand elle nous voit, alors qu'elle ne nous connaît pas, et elle aurait peut-être voulu qu'on soit conquis par son histoire à laquelle on ne croyait pas. Donc, elle a 198 personnes sur 200 qui la croient, ça ne suffit pas. Le cas aussi du contrôle de ta vie, les gens qui sont jaloux, qui veulent te faire croire parfois qu'ils ont énormément alors qu'ils n'ont pas en fait, ils veulent contrôler. Donc moi quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté quelques mois un garçon comme ça et c'était que du flan, que du pipeau. Donc il était toujours dans des boutiques de grandes marques. Alors il disait qu'il travaillait pour une grande maison de couture que je ne citerai pas. En fait, il avait fait un entretien d'embauche là-bas, il l'avait raté. Mais lui, ça y est, dans sa tête, il travaillait là-bas. Il y avait énormément de mensonges et puis ça n'allait pas parce qu'il disait qu'il gagnait 6 000 € par jour. Il vivait dans une studette au 18e étage, un truc pas possible. Et puis, c'était le contrôle. Et donc moi, je suis partie parce qu'il y avait... c'était un jeu de dupes, cette histoire-là. Donc
je suis quelqu'un d'assez intègre d'intègre et d'assez, comment dire, je ressens vraiment l'énergie des gens et quand je suis dans un lieu qui est bourré de mauvaise énergie, bah, je pars, quoi. J'ai pas le choix, c'est pas que je veux partir, c'est que même si j'essaye de rester, de tenter, il y a quelque chose qui me force à me lever, à partir, quoi, à fuir ces énergies-là. Et donc lui, des années après, voilà, quelques mois d'histoire vraiment très chaotique, et ben, il me voit à la télé, voilà, en train de parler d'un livre, il m'entend à la radio, etc., toujours pour mes livres, et il veut tout de suite contrôler ma vie, donc il arrive à m'appeler, à trouver mon nouveau numéro, etc., pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te ridiculises à la télé, quoi? Donc en fait, c'est encore le contrôle. Et puis un jour, on le croise avec mon mari. Alors c'est bizarre aussi parce que il est très tard, on sort d'un repas d'anniversaire et c'est assez improbable sur un trottoir vers Saint-Michel, tout ça. On le croise et alors il nous voit, il traverse, mais il fait semblant de ne pas nous voir. Enfin, comme mon mari le regarde droit dans les yeux sans savoir hein, qui c'est en réalité, il fuit, il fait demi-tour. Enfin, c'est très étrange cette histoire-là. Et donc, jusqu'au bout, il fait comme si j'étais pas mariée, comme si j'avais pas d'enfant, comme si j'avais pas fait ma vie. C'est un jaloux notoire et manipulateur qui veut contrôler. Donc, le cas de la fille, bah, comme tu dis dans tes amis, qui veut tout comme toi, qui veut tout faire comme toi, qui te désespère de faire des études en disant laisse tomber, cette voie-là est bouchée, puis qui va s'inscrire dans la même école après, tout ça, c'est des jaloux, effectivement. Ou bien l'histoire de la copine. Moi, je fais de la musique, j'ai fait 4 albums, j'ai travaillé avec des gens en Angleterre, en France, aux États-Unis, à mon petit niveau amateur, mais bon, ça a quand même pris 7 ans de ma vie, tout ça. Et là, j'ai une amie pareille, alors régulièrement, alors elle fait jamais rien, mais alors elle appelle. On ne sait pas trop pourquoi elle appelle, parce qu'elle s'ennuie peut-être, et puis elle veut savoir où j'en suis. Alors elle me gonfle avec ses projets musicaux. Je vais faire ci, je vais faire ça, et elle m'en parle comme si j'avais jamais rien fait, comme si j'étais complètement néophyte en la matière. J'ai 4 albums derrière moi, des concerts, etc. Mais elle s'en fiche. Elle te parle comme si tu n'y connaissais rien et il faut écouter. Voilà. Donc bon, moi ça, c'est des gens comme ça, c'est terminé. Elle t'appelle pas en me disant tiens, toi qui as la SACEM, tu peux me renseigner là-dessus, etc. Non, elle t'appelle et puis elle fait comme si toi, tu n'avais rien fait du tout, ça ne l'intéresse pas du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est déballer, 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 peut-être pour, je ne sais, te rabaisser, te faire douter de ton travail, je ne sais. Donc ce sont des gens jaloux. La deuxième caractéristique, ils en veulent toujours plus, oui, mais aussi, ces personnes-là n'oublient jamais ce que tu as obtenu de plus qu'elles, un affront, une réussite, une image préconçue qu'elles ont sur toi. J'ai une amie, elle a raté son bac 2 fois, puis elle a fait des brillantes, parce qu'elle était stressée, etc., aux oraux, et elle a fait des brillantes études après, mais les gens qui étaient avec nous au lycée, etc., lui rappellent toujours, ah mais c'est toi qui as raté 2 fois ton bac. Donc ils ne sont pas passés à autre chose. Quelque part, il y a une forme de jalousie, c'était leur faire valoir, et comme elle a fait de grandes études, ben, on ne veut pas en entendre parler de cette fille-là, en fait. Et puis, le cas des gens, des fois, avec qui tu travailles, et je pense notamment dans la musique. Et moi, j'ai eu ça une fois, un gars comme ça qui travaille, qui dit qu'il travaille dans la musique, alors qu'en fait, il a un autre métier qui est complètement à côté, qui lui prend beaucoup de temps. Donc, on a du mal à croire qu'il puisse être professionnel, qu'il soit un amateur éclairé, je veux bien. Mais et alors, il a décidé de te prendre de l'argent pour un travail, mais derrière, il veut pas que tu l'exploites, quoi. Donc il va te prendre de l'argent pour un arrangement par exemple, mais derrière il veut pas qu'après que tu montes sur scène et que tu chantes la chanson qu'il a arrangée parce qu'il y a un ego, il y a une jalousie, parce que lui il est derrière, il voudrait être devant, etc. Et vous voyez que tout ça c'est vraiment des jeux de dupes. Et en conclusion, bah, ces gens-là, Louane, pour répondre à ta question, il faut les tenir à distance. Le pire pour eux c'est de perdre le contrôle, de plus voir ce que tu fais et d'imaginer à la place. Alors, cette fille-là, tu coupes les ponts, tu la vires de partout et régulièrement tu regardes tes réseaux parce qu'ils reprennent d'autres comptes, d'autres pseudos, etc. Et moi j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai une amie avec qui j'ai voyagé en Grèce et puis quand j'ai monté mon cabinet, qu'on a acheté la maison, etc., qu'elle a vu 2, 3 photos, elle a pété un câble, elle a tout fait pour venir à l'affront avec moi, pour être brouillée parce qu'elle ne tolérait pas
parce que dans sa tête, moi je fais pas du 34x16, tu vois, je fais du 38. Donc c'est une fille qui mise tout sur son physique et donc elle essaiera toujours de t'écraser avec son 34x16 comme si toi ton but ultime dans la vie c'était un 34x16, tu vois. Et donc elle m'a attaqué sur mon poids, mon physique, etc. pour qu'on aille au clash parce qu'elle supportait pas le nouveau cabinet, la nouvelle maison, etc. Elle supportait pas tout ça. Donc ça les fait souffrir de voir que tu réussis à Louane. Euh, pour eux, c'est injuste. Ta réussite, elle est injuste. C'est eux qui devraient être à ta place. Donc tu as été aidé. Donc ah oui, mais ça s'est pas fait facilement, etc. Finalement, tout ça les fait souffrir et toi, t'as pas envie de faire souffrir les gens. Donc tu fais comme moi, tu les blacklistes, tu les vires de ta vie, tu veux plus rien avoir à faire avec eux. Comme ça, ils perdent pas d'énergie avec toi. Et si, ma foi, ils veulent imaginer, eh ben, peut-être que ça va développer leur créativité. Du coup, ils vont peut-être écrire un livre sur l'imaginaire. Après, j'en sais rien. Ils vont avoir des histoires plein la tête. Ça va peut-être leur faire du bien. Et puis, t'as pas à gérer ça. Toi, tu dois adopter la concentration. Tu vois, moi, j'ai un mantra que je me répète depuis des années. Tous les jours, quand je vais promener mon chien, je répète mon mantra, je suis en bonne santé, je suis une thérapeute reconnue qui gagne beaucoup d'argent, je suis une artiste lucrative qui vend tout ce qu'elle crée, etc. Je répète mon mantra tous les jours et on travaille beaucoup à mon cabinet avec les mantras, ça marche beaucoup, ça marche très bien avec mes clientes, mais je leur dis, dire le mantra quand il fait beau, quand c'est l'été, quand tout va bien, c'est très très facile. Ce qu'il faut, c'est continuer de dire et de vous concentrer sur votre mantra quand ça va pas, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il pleut, quand on n'a pas envie de se lever, quand on a la migraine, etc., quand on a trop de boulot, prendre le temps de se poser, de dire son mantra qu'on crée en séance. Bien sûr, c'est un mantra sur mesure, ça n'a rien à voir avec des mantras pré-créés dans des bouquins qui sont déjà là. Ça émerge au bout d'un moment par rapport à nos envies profondes. Et concentre-toi sur ta vie parce que c'est ça qui est important, c'est ta vie, c'est la tienne et chacun a la responsabilité de se consacrer sur sa vie. Alors Louane, cette amie qui copie, qui est jalouse, etc., qui te rappelle tes échecs, il faut la voir comme un petit caillou insignifiant et tu marches dessus sur le chemin de la vie, quoi. C'est comme ça. J'espère que j'ai répondu et je vous dis à bientôt. Bye bye.